Hello, c'est Anthony Stan et bienvenue pour ce nouvel épisode où je suis en compagnie de Jonathan Barragan. Alors, vous allez voir dans cet épisode, on va parler de plein de choses très intéressantes. On va parler du parcours de Jonathan, donc ça permettra à ceux qui ne le connaissent pas de le découvrir. Jonathan a beaucoup voyagé dans plein de pays, dans plein de tribus et l'objectif c'était de faire de la magie à ces personnes-là. Donc, il va parler de ça. On va du coup parler de l'universalité de la magie. On va parler de neuromagie, on va parler aussi de la magie à la télévision, puisque Jonathan a participé à Incroyable Talent Espagne, donc il va nous partager cette expérience-là, également nous parler des coulisses de l'émission. On parlera aussi de son projet télé qui sera diffusé prochainement, et donc il va nous parler du concept de l'émission qui va allier ces deux passions, la magie et le voyage. Donc également parler un petit peu des coulisses de l'émission, en fait, ce qu'il peut dire pour le moment. On parlera ensuite de plein d'autres choses, je vous laisserai découvrir, mais on parlera de psychologie, de magie en général, également de l'utilisation de l'eye tracking, c'est-à-dire le fait d'étudier le mouvement des yeux des spectateurs, donc qui peut être très intéressant en magie. Il va partager ça avec nous et on va parler de plein d'autres choses. Un point important juste, c'est que cet épisode a été tourné en octobre 2023. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que à un moment il parle d'un film qui sort en novembre. C'était novembre 2023. C'est juste pour voilà que vous puissiez vous repérer au niveau des dates. Parce que pour être honnête, cet épisode, je voulais qu'il soit le premier épisode du podcast, mais j'ai décidé de décaler un petit peu. Donc voilà, je suis très content de pouvoir le diffuser aujourd'hui. J'espère que vous allez prendre du plaisir à l'écouter comme j'ai eu du plaisir à le faire. Un point important, je suis désolé, mais pensez à vous abonner, à commenter également, à partager à vos amis magiciens parce que ça m'aide beaucoup. Et donc voilà, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et une bonne écoute. Et puis je vous dis à très vite. Donc Jonathan, est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter, dire qui tu es et ce que tu fais? Présentation très courte. Je suis magicien, donc ancien professeur à la base. Hein. J'ai laissé tomber mon poste pour vivre de la magie et du coup, je me suis spécialisé dans la neuromagie. Voilà. J'ai commencé beaucoup de magie de rue et pas dans la rue, mais de la magie de rue. Et de là, de fil en aiguille, je me suis spécialisé un petit peu dans tout ce qui était la neuro pour l'amener en EHPAD et dans les hôpitaux. Voilà. Donc, comment amener et comment faire parler et comment utiliser la magie comme outil thérapeutique, par exemple avec les maladies psychopathologiques. Et au-delà de ça, moi, ce qui m'a toujours intéressé, et c'est encore une obsession, c'est comprendre le cerveau. Voilà. Comment il fonctionne et surtout comment la magie peut fonctionner. Ok, juste, est-ce que tu peux donner ta définition pour toi de la neuromagie un peu plus Ben, la neuromagie, c'est la connaissance du cerveau et l'impact que pourrait avoir la magie et tous ses liants avec la stimulation cognitive. Voilà. Ok. Donc du coup, ben, t'es intéressé par le cerveau. J'ai vu que tu étais obsédé par le cerveau. Est-ce que du coup, ben, voilà, nous dire pourquoi et qu'est-ce que tu trouves d'intéressant par rapport à ça et le lien avec la magie? Ben, en fait, tout est né d'un premier voyage à 18 ans, où j'ai fait mon premier voyage dans des tribus, parce que j'adore voyager et me retrouver en fait dans les peuples les plus isolés et les plus éloignés de la civilisation. Donc ça depuis que j'ai 18 ans et je faisais à chaque fois le même tour en fait. C'est le tour des boules en mousse. Voilà. Et donc suite à ça, j'ai eu une idée qui était un projet qui à l'époque s'appelait Touch My Ball, qui a été repris dans différents endroits. Voilà. Et ce projet est simple, c'était de montrer quel était l'impact et l'émotion qu'on pouvait transmettre avec un même tour dans des peuples différents. Voilà. Et à partir de là, ça m'intriguait de comprendre pourquoi, par exemple, le tour des balles en mousse, qui est un tour basique, simple, fonctionne tout le temps. Voilà. Et pourquoi on est toujours surpris et pourquoi c'est vraiment magique. Voilà. Donc, beaucoup plus magique parfois que la dame coupée en deux. Hein. La femme coupée en deux, pour beaucoup, c'est une illusion, mais elle n'est pas magique. Parce qu'en fait, derrière l'illusion, on peut essayer de deviner l'astuce, le truc. Les boules en mousse, pour certains, c'est très magique parce qu'il n'y a pas d'explication, ils ne peuvent pas donner d'explication rationnelle. Voilà. Donc à partir de là,
Moi, j'ai adoré retourner le cerveau dans tous les sens et de l'exploiter, de l'explorer, même avec un docteur en sciences cognitives. Et on a fait pas mal de tests avec la magie. Ok. Donc ouais, c'est le côté langage universel de la magie aussi. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit, même s'il n'y a pas la barrière de la langue, il va y avoir la communication non verbale et le reste qui va faire que l'effet sera Alors, produit. souvent, on dit souvent qu'il y a 5, 6 émotions universelles. Et en fait, moi, j'aime bien, à chaque fois que j'en parle, en rajouter une septième, voilà, qui est en fait l'émotion magique. Parce qu'en fait, c'est vrai, peu importe où se trouve dans le monde, dès qu'on fait les balles en mousse, on n'a pas besoin de parler, mais l'émotion, on la crée. Voilà. Et c'est quelque chose qui, pour les tribus ou les peuples qui n'ont jamais vu de magie, euh, c'est quelque chose pour eux. Il y en a, ils ont eu la chair de poule. Il y en a qui ont pleuré. Il y en a qui se sont éloignés parce que c'est mystique et on approche de l'ordre du divin. Alors c'est là où il faut pas tomber dans le piège et faire croire que on est divin, mais l'approche en tout cas est intéressante. Oui, et pour ces peuples-là, il n'y a pas l'éducation qu'on a dans les pays développés où on a déjà montré que, on va dire, il y avait des trucs pour certains, pour la magie en général, qui n'ont pas là-bas, quoi. Ou c'est Ouais, encore. c'est exactement ça. Moi, j'ai un exemple très concret justement par rapport à ça. Dans les missions humanitaires qu'on a pu faire avec d'autres ONG en collaboration avec l'ONU, on nous a envoyé par exemple dans un quartier qui s'appelle Korogosho. Bon, pour faire très vite, Korogosho est un quartier qui se trouve à la périphérie de la capitale du Kenya, Stan. Là, je sais, Nairobi, voilà, j'avais Oui, un trou de mémoire. exact. De Nairobi, voilà, donc à la périphérie de Nairobi, il y a donc ce quartier qui s'appelle Korogosho. Et en fait, il faut savoir que ce quartier-là, c'est un des plus gros bidonvilles du monde, d'accord, et dans laquelle l'espérance de vie est de 40 ans. Voilà. Donc on y a été, et avec parmi nous une magicienne, d'accord, une magicienne très renommée, voilà, sans dire le nom, très renommée, qui voulait absolument faire sa routine d'anneau chinois, parce que pour elle, elle était magnifique, belle, elle avait gagné un prix avec, etc. Et donc, moi j'étais avec un ami aussi, un autre magicien, et on n'était pas très convaincus, d'accord, de la routine et de son impact sur les enfants en fait dans ce quartier. Et effectivement, quand elle fait la routine, pas de réaction. Pas de réaction de la part des gens qui étaient là, pas de réaction. Et donc, nous, avec un petit peu plus d'expérience sur le terrain, on lui avait dit, mais en fait, c'était l'ego là du magicien qui a pris le dessus. Il fallait absolument montrer ce qu'on savait faire et ce qu'on pouvait faire, voilà, pour surprendre les gens, alors que le coloring book aurait fonctionné beaucoup mieux que sa routine d'anneau chinois. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, les anneaux chinois, cet objet-là, en Afrique, là où on était, ne connaissait pas l'objet. Donc du coup, que ça s'enclave ou que ça se désenclave, pour eux, c'était normal. Il n'y avait rien de magique puisqu'ils n'avaient jamais eu un anneau chinois entre les mains. Mais le coloring book, ils ont eu des bouquins, ils ont des livres. Le fait de voir des pages blanches, ensuite des pages avec des contours et ensuite des pages dessinées et coloriées, pour eux, là, ça devenait magique parce que l'objet avait un sens pour eux. Et ça, c'est intéressant. Quel est le sens qu'on donne aux objets qu'on utilise, nous, par exemple, dans notre spectacle, pour que ça parle au public? Et parfois, il y a des histoires qui sont très bonnes, avec des objets où on ne comprend pas d'où ils viennent et d'où ils sortent. Et du coup, bah, l'effet magique, il est beaucoup moins bon. Oui, oui, non, mais c'est ça. Et puis il y a le fait aussi que la magie, c'est venir couper une relation de quelque chose qui est logique et ne pas avoir cette relation et avoir aucune idée comment ça marche. Donc c'est vrai que si l'objet, on ne sait pas quelle est sa fonction, et, ben, en fait, on ne peut pas avoir ce cheminement-là dans la tête de la personne qui regarde, puisque ben, c'est quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc c'est peut-être, on va dire, la fonction principale de l'objet, mais il ne sait pas. Donc c'est ça le problème ouais, dans cet exemple-là. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, là, juste pour faire une petite parenthèse, mais là, le défi qu'on a eu là avec les producteurs pour les prochaines, pour
les émissions de télé qui vont être diffusées. La ligne rouge, c'était justement d'utiliser des objets authentiques. Donc à chaque rencontre, j'ai des objets de la part de mes rencontres que je fais. Et c'est avec ces objets-là, mon défi, c'est de pouvoir en faire de la magie. Voilà, on part pas avec des objets truqués à l'avance. Et donc, ça a beaucoup plus de sens pour nous aussi, parce qu'on voulait garder cette part d'authenticité, de par exemple à Oman, au sultanat d'Oman, de faire apparaître une lampe, la lampe du génie, hein, parce que là-bas c'est un peu le symbole, de la faire apparaître ou de la faire disparaître quand on nous la donne. Voilà. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça stimule beaucoup de choses et de l'excitation aussi parce que c'est toujours très excitant de savoir qu'est-ce qu'on va faire, comment, avec qui, pourquoi et où, et surtout de trouver une astuce pour en faire de la magie. Je vous raconte une anecdote. Je me suis quand même retrouvé avec le caméraman, le cadreur et l'ingénieur son dans un magasin pour femmes. Ok, ils vendaient des burkas pour aller chercher des collants pour en faire du fil invisible. Voilà. Et donc ils comprenaient pas pourquoi une équipe de 4 hommes entrait dans un magasin pour acheter des collants. C'était pas cohérent pour eux. Mais voilà, là, ça c'est la petite anecdote. En fait, ces collants m'ont servi après pour faire du fil invisible, puisque le but c'est vraiment de rien acheter c'est de rien ramener avec moi, c'est de tout trouver sur place. Voilà. Ok, donc ouais, tu te rajoutes un défi entre guillemets supplémentaire pour faire avec voilà, les objets qu'il y a. Et c'est vrai que de toute façon, même de manière générale, c'est aussi ça qui va avoir plus d'impact et l'émotion, parce que ça va être l'objet, surtout là, en plus la lampe, ben, ça a encore plus de sens pour la personne qui va vivre l'effet. Bah, c'est ça, à partir du moment où on a l'objet, on connaît ses dimensions, on connaît son poids, on connaît son contenant. Si on en fait de la magie, ça devient très magique pour tout le monde. Si j'utilise un objet d'ici par exemple les Maasai ont pu me donner, ça va pas être aussi magique que si je le faisais avec eux. Voilà. Et bon, il y a une personne aussi hein, qui m'aide dans les programmes, j'en parle, c'est David Ethan, qui lui aussi, comme il travaille avec les objets du quotidien, pour moi, c'était la meilleure personne avec qui je pouvais collaborer sur ça, puisqu'en fait, très rapidement, on s'entend très bien à deux et les idées fusent dans une même direction, qui est celle de l'authenticité. Voilà, David travaille qu'avec des objets que tout le monde peut connaître. Donc, est intéressante. Oui, d'ailleurs, je passe ça pour les magiciens aussi qui veulent découvrir, parce qu'il est plus trop en avant, David Ethan. Il revient, Ah, exclu. Mais il voilà, revient. qui a eu un livre qui a été publié par exemple où il y a plein de tours avec les objets du quotidien, comme il peut y avoir pour d'autres magiciens. Juste avant de revenir sur cet aspect-là, émission, juste est-ce qu'on peut revoir sur ton parcours, c'est-à-dire que j'ai vu que tu étais prof avant, qu'aujourd'hui tu fais de la magie à temps plein. Est-ce qu'on peut parler de ce cheminement-là qui est passé de prof à magicien à temps plein? Bon alors, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de ça. Hein. Bon alors moi j'étais jusqu'au doctorat. Je vous dis juste ça parce que le travail de mon doctorat était intéressant et de mon mémoire aussi. C'était justement, j'ai fait le lien entre le professeur et ses élèves et le magicien avec son public, notamment sur le travail d'attention et de concentration. Donc à quel moment, par exemple, le professeur, quand il voulait dire quelque chose d'important et que l'information soit enregistrée par les élèves, quels étaient les recours qu'avait un professeur pour le faire. Par exemple, on augmente la luminosité de la salle, on crée le silence, on crée la surprise. Voilà. Et j'ai mis en parallèle, en fait, les outils que pouvait avoir un magicien, d'accord, avec toutes ses connaissances et toutes les manipulations qu'on peut avoir et les objets qui sont à notre, comment dire, Qu'on peut utiliser, ouais. voilà, qu'on peut utiliser. Comment on peut faire justement pour créer cette concentration et créer cette attention. Voilà. Donc, c'est vrai que donc j'ai été professeur pendant beaucoup d'années dans plusieurs écoles. Une qui m'a plu, dans laquelle j'étais le directeur pédagogique. D'accord, il y avait un responsable financier, directeur financier. Moi, j'étais directeur pédagogique et dans laquelle on pouvait tester des choses un peu nouvelles à la méthode de Montessori
voilà, avec les élèves, parce que c'était des élèves qui avaient des difficultés, c'était un peu l'école de la seconde chance. Et donc moi, j'y ai mis beaucoup de magie, j'ai développé beaucoup de cours d'espagnol, puisque ma spécialité c'était l'espagnol, en y mettant de la magie, en y mettant du mentalisme, en y mettant de l'hypnose, voilà. Et mon but c'était à chaque fois de pouvoir les stimuler à être en cours, à être concentrés sur ce que je disais, mais de façon ludique avec la magie. Donc ça, je l'ai fait pendant plusieurs années. Et puis un jour arrivent ceux qui nous notent en tant que professeurs et ils m'ont dit, Monsieur Barragan, vous êtes un peu trop visionnaire pour nous. Je leur dis oui, mais les résultats sont là. Ils ont dit oui, mais c'est pas une approche conventionnelle, voilà. Et donc à partir du moment où on m'a demandé de faire ce que tout le monde peut faire et d'être un professeur classique et normal, bon bah à partir de ce moment-là, moi je sais que j'ai besoin de liberté sinon je pars et c'est ce que j'ai fait. Je suis parti et j'ai fait à 100% ce que j'aimais le plus, c'est-à-dire la magie. Voilà. Et donc comme j'avais aucun réseau à l'époque, eh ben j'ai commencé dans la rue et j'en faisais déjà avant, mais à titre personnel, j'en vivais pas. Et après j'ai vraiment commencé de façon professionnelle dans la rue. Et puis de là, on m'a contacté pour faire un festival, et puis d'un autre festival, un autre festival. Et en fait, j'ai fait beaucoup de festivals de magie de rue, notamment en Espagne, après au Portugal, et puis de fil en aiguille, voilà. Après, j'ai mélangé ce que je savais faire en tant que professeur et la magie, ce qui a donné donc effet aux conférences. Donc c'est pour ça je suis conférencier aussi artistique. Et de là, voilà, tout est parti en fait. J'ai monté un numéro de théâtre, j'ai travaillé pour d'autres personnes pour construire des numéros qui étaient présentés au national de la FAP, le national espagnol, même un numéro pour la FISM aussi. Mais tout ça, voilà, dans le off le plus complet, parce que c'est là où on est le mieux quand on est magicien, c'est la discrétion et l'humilité. Même si là, je vous en parle comme ça, mais c'est juste pour que on comprenne ma démarche en fait psychologique qui est derrière tout ça. Ok. Ben, si on peut prendre chaque point, bon, il y a eu l'école du coup. Donc il y a le fait de, on va dire, tu pouvais pas, enfin, tu étais obligé de rester dans les clous. Tu pouvais pas C'est faire, exactement ça. tu pouvais pas faire ce que tu voulais, donc du coup, ça t'a, voilà, t'as eu envie de partir. Et par rapport à la magie de rue, si jamais on peut l'aborder un petit peu, dire comment tu abordes la chose, qu'est-ce qui est différent de la magie traditionnelle? Est-ce que tu peux un peu plus en parler Ouais. Alors concernant l'école, par exemple, juste un exemple qui fonctionnait très bien, on avait des élèves avec des déficits d'attention, parce qu'à un moment donné, c'est devenu à la mode de dire ah, il a déficit d'attention, il a TDAH, etc. Et tout simplement parce que notre cerveau il est stimulé x 10 par rapport à il y a 30 ans, juste rien qu'avec le portable déjà. Donc en fait, ceux qui ont des déficits d'attention et qui avaient du mal à retenir certains mots, bah, je leur montrais comment travailler la mémoire prodigieuse. Voilà. Et donc, ça leur permettait de façon ludique de mémoriser des mots et d'être concentré surtout sur ce que j'étais en train de dire en cours, parce qu'en fait, euh, si on ne donne pas de sens à un cours, ben, en fait, ils n'ont aucune raison de suivre le cours ni de venir à l'école. C'est souvent le cas des échecs scolaires, c'est qu'ils ne donnent aucun sens au fait de venir en cours. Voilà. Euh, la magie de rue, le lien est très simple. Si les personnes, les passants n'ont aucun intérêt à voir le numéro qui est sous leurs yeux, ils continuent leur route. Ils vont pas s'arrêter et encore moins donner de l'argent après. Voilà. Donc la magie de rue a ce lien-là, c'est qu'il faut réussir à convaincre les personnes de rester, il faut les stimuler et ensuite, après les avoir stimulés, il faut les motiver à ce qu'ils donnent de l'argent au chapeau. Donc il y a plein de techniques psychologiques qui font qu'on va les tenir. Et moi, ma technique, en l'occurrence, c'est que mes performances, aussi bien le verre ou le feu ou d'autres, sont créées comme ça. Même mon close-up est créé sur cette base-là, qui n'est pas l'attention, mais c'est ce que j'appelle moi la dissonance cognitive. Voilà. En fait, euh, l'acte est construit sur le conflit entre des valeurs internes, d'accord, et ce qu'on peut voir en face. Et du coup, c'est ce qui va stimuler la personne parce que ça va la mettre dans une tension, d'accord, qui va stimuler la personne à rester
et à en voir un peu plus parce qu'elle est curieuse, parce que ça va contre toutes ces valeurs qu'elle ait pu voir. Je donne un exemple concret, par exemple, de dissonance cognitive. Si on n'aime pas les guerres, on n'aime pas les meurtres, on n'aime pas la violence, mais qu'on se retrouve militaire, bon, bah là, il y a dissonance cognitive, par exemple. Okay, ça va à l'encontre de nos valeurs, et pourtant, on est en train de faire ce métier-là. Voilà, ça c'est pour donner un exemple concret. Donc moi, par exemple, le verre, il a toute une construction. C'est pas juste un effet de fakir, mais il a toute une construction de A à Z, parce que dans la rue, ce qui compte tout d'abord, c'est de créer la sympathie. Si on ne crée pas la sympathie et qu'on fait directement, par exemple, le numéro de verre, ça ne va pas fonctionner. Parce qu'on va juste voir un mec qui marche sur le verre ou qui s'allonge sur le verre avec un autre qui vient l'aplatir sur la tête, et ça n'a aucun sens. Par contre, si on crée d'abord la sympathie et qu'au bout de 20 minutes, on fait par exemple le numéro du verre, et ben là, on va voir ce qui crée de l'empathie. Et donc, c'est cette empathie-là qui va motiver les gens après à donner de l'argent. Et ce qui est encore bien dans cet acte, par exemple, du verre, c'est que les gens ne veulent pas le voir forcément. Il y en a qui disent mais s'ils veulent pas le voir, ils ont la possibilité de partir. Et on se rend compte qu'en fait, ils ne partent pas. Parce que justement, on crée un conflit interne qui va créer une tension qui va leur permettre de rester. Et donc, ils le regardent, mais comme ça. Mais ils le regardent quand même. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. À chaque fois que je vais performer ou que je vais essayer de créer quelque chose, je ne le crée pas en me disant, techniquement, ma manipulation, elle doit être parfaite. Ou l'attention à ce moment-là, il faut que je la crée là pour pouvoir faire ceci ou faire cela. Non. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de créer cette dissonance cognitive. Voilà, de me mettre à la place des spectateurs, ce qu'ils peuvent penser ou ressentir quand ils vont voir quelque chose, et de jouer là-dessus. Voilà, parce que c'est cette tension, moi, en fait, qui va me permettre de créer la magie, finalement. Ouais. Juste parce que je t'ai pas coupé par rapport à l'école, pour revenir, parce que j'allais poser une question. Bon, tu as dû étudier ça de toute façon, mais que chacun a un profil, tu peux avoir des visuels, des auditifs, etc. Bon, c'est ça le Ouais. problème en fait avec l'école, c'est qu'il y a un chemin, c'est pour tout le monde, qui attrape le message ou qui l'attrape pas, c'est pareil. Est-ce que tu avais quelque chose par rapport à ça ou... Oui, alors bah, c'est justement, tu parlais des canaux sensoriels. Moi, j'en parlais beaucoup avec les autres professeurs en leur expliquant voilà, qu'on a tous un canal prédominant, même si au final, quand on fait les tests, par exemple VACOG ou autre, on se trouve toujours un plus ou moins équilibré, mais il y a toujours un canal qui va être plus prédominant que l'autre. Donc, que ce soit visuel, kinesthésique ou auditif, et c'est vrai que moi, j'expliquais beaucoup aux élèves de bien se connaître eux-mêmes pour mieux connaître les autres. Ça, c'est une phrase qu'on dit souvent, mais qui est vraie, c'est-à-dire que un enfant qui est kinesthésique, si on veut lui faire apprendre quelque chose, il faut lui raconter une histoire, qu'il la ressente. Voilà. S'il est visuel, on va lui demander d'imaginer cette histoire. Et s'il est auditif, on va lui demander de l'écouter. Voilà, nous en tout cas, on va la raconter, mais en y mettant des sons. On va le faire imaginer, par exemple, le bruit des arbres avec le vent, le bruit des vagues sur le sable ou sur les galets. Et donc, on va voir, quand on synchronise justement sur son canal sensoriel, on voit le résultat final. Il est optimal, c'est-à-dire que l'information a été retenue par cet enfant. Si on est à côté de la plaque, par exemple, que la personne est visuelle, mais qu'on ne fait pas de schéma pour l'expliquer, bah, elle va comprendre beaucoup moins bien. Et je... Ouais, vas-y, vas-y. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, ce concept-là, des canaux sensoriels, on le retrouve beaucoup avec des personnes qui ont, par exemple, Alzheimer. Bon, pour les gens qui ne le savent pas, c'est un petit peu ma spécialité, mais les gens qui ont Alzheimer ou accord de Lévy, donc accord de Lévy, c'est un petit peu la même chose que Alzheimer, sauf qu'il y a un syndrome parkinsonien et en plus des hallucinations. Donc vous doutez bien que si on ne comprend pas les hallucinations et le cerveau d'une personne qui a la maladie accord de Lévy, on ne peut pas communiquer avec, on ne peut pas transmettre, on ne peut pas la sortir non plus de son isolement par rapport à la maladie. Voilà. Donc c'est vraiment très important pour moi la base, pour la base de tout magicien, avant d'aller acheter 1000 balles d'objets magiques pour faire un show sans rien comprendre de qui on a en face, c'est la psychologie. Moi, j'ai bouffé du Piaget pour comprendre l'évolution de l'enfant énormément, énormément. C'est ce que je dis souvent aussi, c'est de... Et moi aussi, ça m'a apporté, c'est d'aller dans les ressources qui sont pas dédiées à la magie. Tout ce qui va être communication, manipulation, la vente aussi, parce qu'on va sur les mêmes ressorts, c'est Ah sur le oui, cerveau.
C'est La voilà, de PNL, s'ouvrir. programmation neurolinguistique, la synergologie, tout ce qui est annexe en fait au livre pur et dur de tours de magie, c'est là où se trouvent les fondements de la magie en fait. Parce que oui, Bon, Juan Tamaris le disait très bien, mais lui, son cursus scolaire, c'était le cinéma, et il s'est intéressé à tout ce qui était en annexe à la magie, mais au cinéma. Et c'est assez intéressant de voir comment sont conçus les films, justement, pour nous tenir en haleine et aller jusqu'au bout, et qu'à la fin, bam, on nous retourne la situation du film et on est obligé de le revoir une deuxième fois pour bien comprendre tout le film. Ça, c'est génial de pouvoir faire ça. Les producteurs, les réalisateurs qui font ça sont des génies. Parce qu'ils ont un temps d'avance. Et ils font comme nous en magie. Ils ont un temps d'avance. d'ailleurs, du coup, je te pose la question, quel est ton film, un film qui t'a marqué? Mais en fait, ça va te faire rire, mais moi, c'est pas un film, c'est un dessin animé qui est Le Roi Lion. Et pourquoi c'est Le Roi Lion? Parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on grandit, ce dessin animé a plusieurs lectures possibles. Et alors moi je suis sensible à ça parce que forcément j'étais à la rencontre des Maasai et j'ai vu le langage des Swahili, enfin Rafiki, Hakuna Matata, tout ça ont des significations réelles pour eux. Rafiki veut dire ami en Swahili, Hakuna Matata veut vraiment dire vivre la vie sans aucun problème philosophique, voilà, se centrer sur le principal. Euh, donc en fait, pour moi, ce dessin animé, pour moi, est magique. Voilà. Ok. Juste, on Le revient. rapport à la mort, à la vie et à la mort, tout est très bien réalisé. Moi, je ne vais pas rentrer dans le débat par rapport au dessin animé, à savoir quel, quel, quel impact peut avoir les dessins animés sur les enfants et pour se construire. Mais bon, on va pas en parler de ça. Juste, je te demandais par rapport à l'école, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a aussi par rapport aux spectateurs, c'est-à-dire qu'il peut y avoir différents profils et donc ils vont être plus sensibles à quelque chose qui va être visuel ou avoir une histoire qui va avec, qu'il faut gérer tout ça. Donc c'est pour ça aussi que je voulais parler de l'école, puisqu'on on est proche, quoi. Ah oui, 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 mais de toute façon, c'est le grand mal de l'éducation nationale, c'est que maintenant, moi, j'avais la majorité des enfants des élèves que j'avais, donc j'ai fait université, j'ai fait du collège, j'ai fait du lycée. Euh, le principal problème, et c'est encore une fois drôle parce qu'on le retrouve ça aussi dans les EHPAD, c'est quel est le sens? Quel est le sens? Pourquoi? Pourquoi on va à l'école? Sachant que maintenant toutes les connaissances, on peut les avoir avec Internet, quelle est la plus-value d'aller à l'école et d'être face à un professeur et de devoir rester 8 heures assis sur une chaise à écouter une personne qui déblate un savoir et qui veut le partager avec quel est le sens? Quand une personne rentre en EHPAD, quel est son sens de vie? Quel est son projet de vie? Pourquoi il doit encore se battre pour vivre en EHPAD? Pourquoi? Ben, s'il n'a pas de projet de vie, s'il n'y a pas de sens de la vie, en fait, ben, les personnes à petit feu, ben, on les retrouve sans passion, sans envie de vivre, sans envie de voyager, sans envie de connaître, sans rien en fait, sans rien. Et moi, ça par contre, c'est quelque chose qui moi me touche énormément et qui m'attriste. Et qui m'attriste parce que j'ai vu des enfants sans aucune passion, sans aucune émotion, sans aucune envie de vivre. Et quand on les a devant nous à 10 ans, pour X raisons, ça peut être en France comme ça peut être dans des zones un peu hostiles de guerre comme au Yémen, c'est dur. Voilà, c'est dur. Ok, bon, du coup, on va revenir un peu sur la magie pour pas perdre tout le monde. Ouais. Euh, Il y a eu le passage, tu en as parlé du coup du numéro de fakirisme. T'es passé à un Incroyable Talent Espagne. Est-ce que tu peux nous Oui. raconter pourquoi t'as fait ça? Ah bah alors très simple, c'est la production qui m'a appelé. Donc alors ce qu'il faut savoir c'est que quelques années auparavant, j'avais aidé entre guillemets, c'est-à-dire que j'avais été avec Aaron à Incroyable Talent en France, ok, pour l'aider en backstage, voilà. Et donc je connaissais un petit peu les rouages de Incroyable Talent, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai jamais voulu le faire, voilà. Sauf que est arrivée la pandémie où on n'a absolument pas travaillé, j'ai absolument pas travaillé même et j'ai essayé des choses, mais même des spectacles à distance, quand je voyais ce que certains faisaient et de la qualité avec laquelle ils le faisaient, j'ai même pas tenté parce que j'étais en retard par rapport à tout ça et j'avais pas tout le matériel. Donc,
je n'ai rien fait. J'ai préféré me concentrer sur d'autres projets. Qu'on parlera après si tu veux, mais sur d'autres projets. Et donc, à un moment donné, la production m'appelle et me dit, Jonathan, on a vu ton acte sur le verre, qu'est-ce que tu peux nous proposer? Et donc, moi, je leur ai proposé du close-up, puisqu'ils avaient déjà vu l'acte sur le verre. Je leur ai proposé du close-up, je leur ai proposé de la magie de scène, je leur ai proposé un numéro de mentalisme exclusif, vraiment créé pour eux. Et le problème, c'est que la production me disait non, mais close-up, on a déjà. Magie de scène, on va avoir quelqu'un de très comique. Et mentaliste, en plus, c'était avec c'est un de mes potes, parce que c'est Javier Botilla, qui est le champion du monde de mentalisme. Il le faisait en même temps que moi, et je ne le savais pas. Donc, il restait plus qu'une performance artistique, donc le verre. Donc, quart de finale, je propose le verre et je propose la vraie histoire du verre. Parce que l'histoire du verre, il y en a une, et une vraie. C'est pas juste de casser du verre. C'est bien plus compliqué, bien plus complexe que ça, parce qu'à savoir que moi, j'utilise absolument toute la bouteille. D'accord? Quand on fait la marche sur le verre, certains choisissent les morceaux de verre. Moi, il y a tout. Il y a le goulot, il y a le cul, il y a tout. Donc, la dangerosité existe. Okay, ça, c'est que il y a que des magiciens qui font ce numéro qui vont valoriser ce que je suis en train de dire. Pour le reste, c'est pareil. Mais donc je le présente comme ça. Donc je passe le quart de finale, tout est très stressant, d'accord. J'utilise Risto. Risto, c'est un des jurys les plus sévères, les plus stricts. Et moi, j'avais peur d'une seule chose, c'était que en fait, ils me disent non, c'est des bouteilles caramélisées, ça coupe pas ou autre. Donc, je le prends et je décide de le prendre avec moi, d'accord, pour qu'ils puissent tout vérifier et casser les bouteilles en direct sur le tapis. Voilà, ce qui me permettait aussi d'éviter qu'il buzz au cas où. Au moins, il avait les mains et voilà. Donc, je le prenais avec moi. Et surprise générale, parce que vous savez que si vous ratez Incroyable Talent, pour d'autres amis, c'est arrivé, ça vous met en galère pendant des mois. Hein. Si vous disent ce numéro-là, c'est de la merde, j'ai rien ressenti, et votre histoire, je la comprends pas, ça peut vous porter préjudice en fait pendant des mois. Donc là, j'ai eu beaucoup de chance, ça a plu à la production, ça a plu au jury, et donc j'ai eu tous les oui qui ont suivi. Mais j'avais un problème. C'est que aller présenter quelque chose de plus fort que ce que je venais de présenter pour le quart de finale. Parce qu'en fait, la production vous dira toujours présentez ce que vous avez de mieux. Oui, mais si je passe après, oui, mais après on trouvera. Non, eux, ils vont rien trouver du tout. En fait, c'est vous qui devez trouver, vous devez galérer pour trouver parce qu'en fait, vous avez une deadline à respecter et des fois, on ne sait pas quoi présenter. Donc, quart de finale, j'accepte, je propose. Donc, la demi-finale, la marche sur le feu. Ok. Sauf que j'ai voulu le présenter comme j'ai fait avec le verre. Je suis allé vraiment au Kenya et j'ai été dans une des tribus Maasai dans lequel ils font la marche sur la braise avant d'aller tuer les lions. Parce que vous devez savoir une chose, c'est qu'en fait, les enfants Maasai, à l'âge de 10 ans, pour passer de Maasai enfant à adulte guerrier, ils doivent aller tuer un lion et revenir avec la queue. D'accord? Alors, la petite parenthèse historique, c'est que le gouvernement kenyan a congelé pendant des années des lions pour les décongeler, les donner aux tribus, pour juste ne plus tuer des lions, mais récupérer les lions qui sont morts et couper la queue pour faire croire aux enfants qu'ils avaient tué et revenir faire la cérémonie ancestrale. Sauf que ça n'a pas marché. Donc, les peuples Maasai continuent de tuer des lions, d'accord? Et donc, avant de faire cette lutte, de se battre contre le lion, parce qu'il y en a qui se battent vraiment, ils marchent sur le feu pour surpasser toutes les peurs, la douleur, etc. Donc je présente ça à la demi-finale avec les images réelles et on faisait la transition à partir du moment où moi je mettais le feu, que je récupérais le feu chez les Maasai, j'arrivais, j'entrais avec la torche en fait sur le plateau, la même torche que j'ai utilisée en voyage pour les braises. Et j'utilise un des jurys pour le mettre sous hypnose et le faire marcher sur les braises. Sans trucage. Ok, c'est très important sans trucage parce que l'idée du fakirisme c'est ça, c'est de si on avale une épée, on n'avale vraiment, on n'avale pas l'épée qui se qui se replie sur elle-même, d'accord? Donc, je dis à la production qu'il faut plus ou moins 4 tonnes de bois,
d'accord? Donc 4000 kilos hein, de bois. Après, c'est très spécifique. On ne peut pas utiliser un bois dans lequel, par exemple, il y a beaucoup de sève, d'accord? Parce qu'en fait, ça va mettre beaucoup plus de temps à brûler, puis ça colle à la peau, etc. Donc, je dis ce dont j'ai besoin, voilà. On brûle le bois pendant 7 heures pour avoir des bonnes braises. Et moi, ce que je voulais, c'est absolument que tout soit authentique, donc on puisse mesurer aussi la température des braises. Donc, moi, j'ai réussi à marcher avec une température maximum de 800 degrés, d'accord, de braise, 800 degrés. Donc, le problème sur le plateau, c'est qu'on ne me fait pas signer la responsabilité civile du jury que je vais choisir. Donc, s'il lui arrive quelque chose, c'est de ma faute. Et il y a de la ventilation, ce qui fait que la température des braises augmentait de plus en plus avec la ventilation du plateau. Et on me dit, Jonathan, dans 3 minutes, c'est à toi. Parce qu'il faut savoir qu'à Got Talent, à Incroyable Talent, on ne vous dit jamais à quel moment vous allez rentrer. D'accord? On ne vous le dit jamais. On vous tient dans une salle. D'ailleurs, on vous retire le portable, d'accord, pour que vous n'ayez pas d'indices et que vous ne puissiez pas parler aux personnes extérieures. Et on vous dit, Jonathan, le prochain, c'est à toi. Donc, vous avez 3 minutes pour vous préparer. Voilà. Donc, je fais tout le numéro. Ça fonctionne très bien. Il y a les médecins qui vont voir ensuite le jury, etc. Voilà. Moi, ils vont me voir après. Donc, et la production, je vous le fais en résumé, hein, mais la production, donc très content de cette demi-finale, me dit, Jonathan, qu'est-ce que tu as pour la finale? Et donc, mon choix a été de ne rien présenter en finale parce que j'avais pas le temps de préparer la finale et que à l'instant T où il me l'avait demandé, je n'avais rien à proposer de plus fort que ce que je venais de proposer comme performance sur le feu. Okay, parce qu'à savoir que le feu, j'ai marché d'abord dessus. Ensuite, j'ai marché en le portant dessus, d'accord? Et moi, j'ai sauté sur le feu. Ils ont juste coupé la séquence où je le portais parce que sinon ça faisait énormément de temps. Et à savoir que Incroyable Talent en Espagne, c'est pas comme en France, on a 15 à 20 minutes de télé. Et ce qui est énorme, hein, 20 minutes de télé. En France, c'est 7-8 minutes. Donc ils ont coupé ce passage où je le porte sur le feu. Ils ont gardé là où je saute sur le feu, ce qui se fait pas normalement, mais c'est la vraie tradition fakir. Et quand il est sous hypnose, où il marche sur le feu. Voilà. Et je n'avais plus rien à présenter, donc j'ai proposé et j'ai demandé à la production, c'était beaucoup mieux de faire une très bonne demi-finale sans finale que de faire une mauvaise finale. Donc, pour moi, l'aventure s'est arrêtée là. Mais suite à ça, apparemment, ça a plu à certains producteurs qui sont venus me chercher après et qui a donné suite en fait à des projets pilotes, dont les émissions de télé pour France Télé, où on attend toujours la diffusion. Voilà. Ok, est-ce que tu peux en parler ou pas? Enfin, Si, si, ouais, si, si. Donc, ça va s'appeler Comme par magie, c'est une exclusivité. Voilà. Ça va s'appeler comme par magie. Donc, c'était choisi, un titre qui a été choisi déjà il y a plus d'un an en arrière, hein, pour pas qu'on dise ensuite, oui, c'est le même titre que le film de magie qui va sortir en novembre. Voilà. Donc, ça a été bien, bien choisi à l'avance, avant même que le film se tourne. Et c'est très simple, c'est une émission de voyage, de rencontres et de magie, dans lequel il y a 3 choses importantes: l'authenticité des voyages, l'authenticité du trajet, d'accord, et l'authenticité des rencontres. Et donc, je vais faire de la magie sous 3 prétextes: une pour créer la rencontre, une autre pour les remercier et une autre pour ouvrir des portes que l'argent ne peut pas ouvrir. Voilà. ok, donc Et donc, je vous parle d'Oman parce que c'était un petit peu mon coup de cœur, au sultanat d'Oman. Hein, donc, on se retrouve à la frontière du Yémen, Dubaï, Qatar, etc. On a été au cœur même où les Bédouins faisaient naître des dromadaires de course et des concours pour les concours de beauté qui valent chaque dromadaire plus de 2 millions d'euros. Et ils sont isolés de tout peuple pour protéger justement le savoir ancestral de ces dromadaires-là. Et surtout pour protéger les mâles aussi, parce qu'en fait, ils peuvent être volés. Donc, ils sont au milieu de nulle part. Vous verrez les images, ils sont au milieu de nulle part. Et on a tourné ça. Et aller faire de la magie à des bédouins
qui ne savent pas la magie, qui dans le Coran, dans les versets parlent de la magie noire, dans lesquels ils en ont peur, et ben ça donne des choses intéressantes. Voilà. Bon, on regardera ça. Parce que ça fait passer, même si c'est différent, mais tout ce qu'il y a eu les époques, un petit peu des émissions, alors pas trop en France, mais Street Magie, Magie de rue, enfin, pas Magie de rue, mais du coup c'est un peu dans le même esprit, mais avec tout ce qu'il y a à côté, quoi. Alors nous, on avait juste une seule difficulté, c'est que par exemple, là, on est confronté en 2023 à des personnes comme Xavier Mortimer qui touchent énormément en post-production, en montage, etc. Et donc nous, en télé, comme on garde l'authenticité, le but c'était pas d'arriver avec déjà des objets qui sont entre guillemets truqués, mais c'est d'en faire quelque chose de magique sans modifier l'objet. Donc ça se passe dans la manipulation, ça se passe dans les perspectives, etc. Et forcément, on sait que à la télé, pour accrocher le public, il faut des effets waouh. Mais forcément, quand vous êtes avec cette authenticité-là, face à des personnes qui font une lévitation de 40 mètres en corde à sauter, bah, l'effet waouh, c'est plutôt la corde à sauter que de faire apparaître une lampe d'Aladin. Voilà. Donc on a été confronté à ça parce qu'en fait, on ne voulait pas faire du montage ou des effets cinématographiques. Voilà, on voulait vraiment que ça reste humble parce que la démarche, c'est vraiment en fait, de faire voyager le public, de le faire connaître, de leur faire connaître un nouveau pays, des nouvelles rencontres, tout en passant parfois par de la magie. Ok, et du coup, au niveau du format, c'est quoi? Plusieurs épisodes? Est-ce que... Plusieurs épisodes, voilà, de 52 minutes, dans lequel on arrive dans une capitale et on finit toujours dans un endroit le plus isolé. Et combien d'épisodes ont été faits? Ah non, mais enfin, je Je te ne peux pose la pas, question. je peux pas encore le dire. Ok, mais il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a des idées, les producteurs derrière sont des distributeurs aussi audiovisuels, donc ils ont des idées pour l'avenir et je peux pas encore en parler en fait. Si vous voulez, si tu veux, Anthony, France Télé est primo-diffuseur. Donc en fait, pour vraiment que je puisse en parler, il faut que France Télé diffuse le premier épisode pour ensuite pouvoir dévoiler le reste. Ça marche, hein. Il n'y a pas de... Voilà, c'est dans le contrat. Bah, y a pas de souci, non, mais c'était pour savoir un petit peu, voilà, si c'était fait, s'il y allait avoir. Après, ça va dépendre de comment ça va se passer aussi, peut-être pour continuer. Mais ok, juste pour revenir sur. Tu parlais. Alors, déjà, on peut passer sur l'émission pour. Alors, je sais pas combien il y a d'émissions du coup, mais quel temps ça a demandé peut-être, est-ce que, voilà, comment ça s'est fait? Est-ce qu'il y a une écriture qui était faite dès le départ ou du coup, forcément, comme tu as des contraintes, ben, ça a évolué en étant là-bas? Je sais pas, mais. Oui, bah, les deux. Niveau artistique, par exemple, donc par exemple, je parle d'Oman, mais pour les autres, c'était un petit peu moins de temps. Mais Oman, on est parti en 3 semaines en tournage, d'accord? Et en fait, bah, le travail est simple, c'est que si on part à Oman, en Bolivie, au Brésil, en Jamaïque, moi, je fais un relevé de tout ce qui est typique là-bas. Par exemple, la Bolivie, ça va être la flûte, ça va être le lama, ça va être le chapeau de certaines ethnies. Et c'est qu'est-ce que je peux faire une fois là-bas comme magie avec ça, en fait. J'ai une flûte péruvienne au Pérou, qu'est-ce que je fais avec cette flûte péruvienne? Voilà. Et après, si on me donne, je sais pas, imaginons qu'il y a quelqu'un qui tricote la laine, d'accord, de lama. Est-ce que je peux le faire le fil coupé et raccommodé? Est-ce que c'est assez dur? Est-ce que c'est fragile? Voilà, c'est toutes les questions qu'on se pose. En tout cas, moi, je me pose au niveau artistique avant le tournage. Une fois qu'on est sur le tournage, bah, on se rend compte en fait des difficultés parce qu'il y a l'altitude, il y a les mains moites, il y a l'humidité, il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas. Il y a des gens qui n'aiment pas la magie, il y en a qui en ont peur. Il y a du vent. Donc toutes ces scènes un peu off que normalement on garde pas, nous on a décidé de les garder. Donc on voit hein, une personne qui veut m'en mettre une parce que elle a peur de la magie. On me voit manipuler et rater la manipulation parce qu'il y a un coup de vent qui se lève, donc toutes les cartes elles vont par terre. Voilà, c'est toujours dans le même esprit de garder un maximum d'authenticité dans ce qu'on va montrer. Parce que je ne peux pas tout vous dévoiler, mais dans certaines émissions de magie, c'est pas de voyage, pardon, de voyage, mais même de magie, hein, c'est pas authentique. Ok. Voilà.
Et par rapport à l'aspect la réflexion, tu as parlé de David tout à l'heure. Est-ce que voilà, il y a d'autres personnes ou c'est vraiment vous êtes en binôme Non, non, pour le côté artistique magique, je travaille vraiment avec David pour l'instant. Voilà. Parce que premièrement, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui soit disponible 24 heures sur 24 et David, par amitié, le fait. Et je sais que des fois, je me suis retrouvé à écrire à minuit ou à 4 heures du matin j'ai un problème, il faut que je trouve une solution. Je suis dans le désert, j'ai du sable, j'ai pas d'eau, qu'est-ce que je peux faire? Et je me retrouve avec des bédouins. Et j'ai juste ça. Voilà. Et j'ai pas de gimmick. Donc, il faut que ça soit assez rapide parce qu'en fait, on fait que du one shot, c'est-à-dire qu'on va pas filmer deux fois le tour de magie aux mêmes personnes parce qu'en fait, sinon, l'émotion n'est plus réelle. Donc, il y a deux caméramans pour ça. Et au début, on avait vraiment une problématique de comment on va filmer, d'accord, la manière de filmer pour que on ne coupe pas le tour de magie, d'accord, que ça soit un plan séquence et qu'on arrive à transmettre aussi bien le tour de magie et l'émotion de la personne qui est en train de voir le tour de magie. Parce que vous doutez bien que les angles sont pas les mêmes. Oui, oui. Ça rajoute la complexité. Très, très complexe. En fait, le plus simple, c'est vraiment de faire quelque chose qui est déjà écrit de base. On sait quelles sont les séquences qu'on va tourner, qu'est-ce qu'on va faire, tout est millimétré. Nous, on peut pas faire ça. Voilà, il y a une grande part de liberté qui fait que justement l'aventure est intéressante parce que justement rien n'est écrit. Et moi, c'était un de mes fondamentaux, on va dire, dans la production de ces émissions-là, c'était, s'il vous plaît, laissez-moi ce côté libre et sauvage que j'aime quand je voyage, parce que pour moi, c'est les moments qui valent le plus. Bon, ben on regardera ça. Pour revenir, tu parlais que tu as fait toute la partie, à un moment, tu as travaillé dans l'ombre. D'autres, quel était, on va dire, qu'est-ce que tu faisais en fait dans ces moments-là? Tu aidais de quelle manière? Dans l'écriture, beaucoup, parce que moi, je suis pas très bon bricoleur. Je suis même très mauvais bricoleur. Si je vous montre les prototypes que je faisais, c'est une honte, d'accord. Mais j'avais des idées, voilà. Donc après, il y a des gens qui construisent très bien, par exemple Bruno Vitti qui est de Toulouse, que j'aime beaucoup est très très bon dans son domaine. Donc lui, il m'a aidé par exemple pour le championnat du monde au Master of Magic où je me suis présenté justement au championnat du monde de rue. Euh, donc on a construit quelque chose qui était exclusif avec mon numéro de bouteille, etc. Euh, voilà. Donc dans l'ombre, mon travail c'est de partager des idées, de mettre en scène, parfois de trouver une histoire. Là, par exemple, je parle de lui parce que c'est un ami et qu'il vient de faire un festival aussi qui s'appelle Magistral, Maurice Doudin. Voilà, j'ai créé un numéro pour lui pour Incroyable Talent à l'époque et c'est un numéro qui maintenant est dans son nouveau spectacle. Et quand il avait présenté Incroyable Talent et qui n'a jamais été diffusé malheureusement parce que au moment où il a tourné Incroyable Talent, Gilbert Rozon était justement accusé pour ce qu'il avait fait. Bon, ils ont coupé en fait tous les numéros dans lesquels Gilbert Rozon était protagoniste. Ce numéro-là a été coupé, mais il avait eu 4 oui, donc ça m'avait beaucoup touché parce que c'était un numéro basé sur l'émotion, okay, qu'il utilise maintenant lui comme fin, comme finale de son spectacle original. Voilà. Pour qui d'autre? Pour des magiciens espagnols, on travaille beaucoup parce que je suis pas tout seul. Des fois, je travaille tout seul, mais quand ça m'inspire pas, soit je refuse le projet, soit je travaille avec d'autres personnes. Voilà. Mais oui, voilà. Oh, Il y a beaucoup de brainstorming qui sont faits, des idées, par exemple. Avec Norbert aussi, on a travaillé parfois en duo pour faire la présentation du national espagnol. Donc voilà, c'est toujours des travaux de brainstorming dans lesquels il y a des très bonnes idées. Et puis on apprend beaucoup aussi de personnes comme Norbert qui savent énormément, énormément de choses du milieu artistique où ils pensent à A, B, C, à différentes options en présentation. Voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes à apprendre. Donc ces travails-là d'équipe ou de travail de numéro sont toujours très bonnes à faire parce que ça nous sort de notre zone de confort
et on apprend toujours plus. Voilà. Ok, alors tu parles d'Espagne. Je vais poser quand même la question. Au niveau jeu, je vais parler pas au niveau public, au niveau magicien et monde de la magie. Euh, Quelle différence tu vois avec la France là? Où est-ce qu'il y a une différence? Bon, c'est pas nouveau, hein, ce que je vais dire, mais on va dire que en Espagne, le côté psychologique d'Anida Ortiz, Juan Tamaris, voilà, est très focalisé justement sur le côté psychologique. Voilà. Moi, il y avait Fernando Arribas, qui est aussi un des magiciens espagnols, qui a organisé cette année le national à Valladolid, était le directeur de la, comment dire, j'ai le mot en espagnol, carrera, de la branche artistique de l'université de Madrid. Je ne sais pas si tu le sais, mais à Madrid, il y avait une université de la magie avec une licence et un master, d'accord, dans lequel il y a des différents intervenants qui venaient avec leur spécialité pour justement former des futurs magiciens. Il n'y avait pas la promesse qu'ils allaient tous travailler, etc. Non, c'était juste de pouvoir amener des connaissances spécifiques aux élèves qui étaient intéressés par devenir magicien. Ce qui était très intéressant parce qu'il y avait des très bons professeurs. Il y en a qui venaient des États-Unis, il y en a qui venaient de France, il y en a qui venaient d'un petit peu partout. Et c'était des masterclass. Voilà. Et donc, le point commun beaucoup de ces masterclass, c'est que on accentuait beaucoup sur le côté psychologique, la personnalité de la personne. On disait, par exemple, on leur apprenait comment entrer sur scène, quel était le premier pied qui devait entrer sur scène par rapport au fond noir, par rapport au public. On les apprenait à se maquiller, à porter sa voix, ce qui est très important en rue, c'est de savoir porter sa voix, parce que la vraie rue, normalement, on n'a pas de micro. Voilà, pour éviter, au bout du troisième spectacle en rue, d'être aphone. Euh, et donc, beaucoup, la psychologie. Voilà. Création d'une personnalité. Qui tu es et qu'est-ce que tu veux transmettre sur scène. Est-ce que tu veux transmettre toi de façon exagérée ou est-ce que tu veux créer un personnage qui est l'opposé de toi. Voilà. Ou alors est-ce que tu veux créer quelque chose de totalement schizophrénique. Ça, c'est un petit peu aussi l'école du Lido à Toulouse. C'est de créer un petit peu cette schizophrénie-là, hein, comme on connaît avec Yann Frisch, etc. La folie artistique. Et du coup, on va créer quelque chose aussi intéressant parce que ça ouvre aussi beaucoup de portes. Ouais, 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 donc non, mais je pense que c'est ce qui ressort souvent de toute façon, un petit peu ce qu'on dit. Alors, je vais poser une question voilà, que j'ai l'habitude de poser. Déjà, la première, c'est pour toi, qu'est-ce qu'un bon tour de magie? Alors, je vais mettre des guillemets à ce que je vais dire. Et pour moi, un bon tour de magie, c'est un tour, quand je le vois, j'ai envie de me lever, d'applaudir et juste dire bravo. Parce que j'ai ressenti quelque chose que j'avais jamais ressenti auparavant. Alors, j'ai envie de même dire parfois un tour de magie court. Parce que des histoires qui tiennent 10 minutes, moi, parfois, elles me perdent. Sauf, sauf Darren Brown, que j'aime beaucoup. J'admire beaucoup son travail parce que tu le sais très bien, hein, Darren Brown est à 300% dans le psychologique. Voilà. Et donc, tous ces actes, tous ces numéros sont tous très bons et s'entremêlent les uns aux autres pour, au final, quand on sort de son spectacle, on se dit juste waouh, 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 j'étais où là en fait. On a déconnecté totalement de là où on était. Quand on déconnecte, qu'on oublie tout, les douleurs, la maladie, les problèmes, le lieu dans lequel on est, la discussion qu'on vient d'avoir, tout là pour moi c'est un tour de magie réussi. Voilà. C'est pas forcément une bonne manipulation de cartes, par exemple, parce que moi j'ai du mal avec les manipulations de cordes ou parfois des manipulations de cartes. Moi je peux voir une manipulation de cartes, je veux dire t'es un très bon technicien, mais c'est pas pour moi magique. Voilà. On est plus sur la démonstration que de la magie. Moi, j'aime beaucoup la manipulation, donc, voilà, faut en être conscient. Après, tu parles de Darren Brown aussi. Il y a souvent le côté mentalisme et magie, on va dire en général.
où on va pas, on va, et c'est pour ça que c'est intéressant, quelqu'un qui fait, mettons, des tours de cartes, de s'intéresser au mentalisme, parce que on va aborder des points et on va amener plus de détails, même dans l'apprentissage, sur certains points qu'on va pas faire dans nos disciplines, et c'est ça qui va nous servir. Et du coup, vas-y, je sais pas si tu voulais. Non, 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 ça, mais c'est intéressant ce que tu dis. Et là, du coup, je t'ai posé qu'est-ce qu'un bon tour de magie? La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'un bon magicien? Un bon magicien ou un bon artiste? Comme tu veux. Pour moi, tous les magiciens ne sont pas artistes. Euh, mais en fait, c'est simple. Pour moi, un bon magicien, c'est celui qui a su répondre à la demande du public. En fait, c'est plus facile pour moi de dire ce que c'est un mauvais magicien. Un mauvais magicien, c'est quelqu'un qui ennuie les gens quand on le voit. Voilà, ça, c'est un mauvais magicien. À partir du moment où les gens se sont éclatés, ils ont rigolé, ils se sont évadés, ils ont été surpris, ils ont retrouvé un petit peu l'âme d'enfant qu'ils avaient perdue, ils se posent des questions. Voilà, parce que ça c'est important pour moi aussi, c'est quel message qu'on transmet avec ce qu'on fait. Pour moi, ça doit avoir un sens. C'est pas juste faire un spectacle de magie pour faire un spectacle de magie. Pour moi, hein, les bons spectacles de magie, donc les bons magiciens, c'est ceux qui se sont posé la question quand ils construisent leur numéro, qu'est-ce que j'ai voulu transmettre aux gens? Est-ce que c'est, ben, il faut croire en leurs rêves pour les réaliser? Est-ce que c'est se battre? Aaron, par exemple, Aaron, il a un super spectacle qui s'appelle Fearless, et en fait, il parle juste d'un enfant qui se bat contre toutes ses peurs, et le message est très bon. Voilà. Voilà, ça pour moi c'est un bon magicien. C'est pas juste l'aspect technique encore une fois, parce que pour moi l'aspect technique je le valorise énormément, mais c'est vraiment tout ce qu'il y a autour. C'est tout ce qu'il y a autour. Les lumières, euh, le personnage, les objets, la scène. Moi j'ai une tendance à aimer le minimalisme sur scène et avec ça de créer des grandes histoires. Moi, quand je vois plein d'objets sur une scène, voilà. Et, Je ne dis pas que ça va être mauvais. Je dis juste que moi, j'ai une préférence pour des choses minimalistes et avec ça, emmener quelqu'un très loin. On en dit. ouais, je réfléchissais, mais je crois que au final, c'est des objets qu'il y a ensuite. Mais est-ce que je fais penser à ça? Est-ce que je me rappelle qu'il y avait plein d'objets, mais je sais pas s'ils étaient sur scène. Je sais pas si tu avais vu à l'époque, tu parlais de Xavier Mortimer, l'Ombre Orchestre, Ouais. où il y a quand même. Mais en fait, je crois que au final, il n'y avait pas tant d'objets que ça dessus. Mais Quand il y a plein d'objets à la fin du numéro, ça, moi, ça me pose pas de problème. C'est quand on arrive et qu'on voit plein de boîtes, plein d'objets. Je parle pas du fond, hein, qui est ah, l'esthétique, je vois. d'accord, qui crée une ambiance. C'est vraiment, je sais pas. Bon, Je vois, j'ai l'image. J'ai l'image. voilà, ceux qui m'écoutent et qui ont vu des spectacles de magie l'ont sûrement aussi. Bah, ça va pas me faire rêver. Ça va pas me faire rêver. Ok, bon. Euh, donc, après, je crois que voilà, tu voulais partager quelques trucs ensuite. Si jamais on peut revenir, parce qu'on en a parlé avant d'enregistrer, vas-y. Oui. Anthony, pour que tu comprennes bien ce que j'aime beaucoup comme magicien, je vais te donner un des noms. Bon, Aaron forcément, mais c'est un ami, donc je vais pas être neutre. Mais j'aime beaucoup sa façon de voir le spectacle, voir le numéro. Pour moi, c'est un des meilleurs. Je parle maintenant, hein, je parle pas de ceux qui ne sont plus là, mais un autre duo qui est dans toute une autre école, c'est les Tanamanga. Les Tanamanga, pour moi, leur numéro me touche énormément. Il transmet, il est minimaliste, il est simple, il est élégant. En fait, il a tout ce numéro. Il a tout. Voilà, ça c'est pour moi l'exemple concret d'un numéro de magie qui est réussi pour moi. Ok. Ouais, juste pour ce que je disais, revenir avant d'enregistrer, on parlait des tours ou de certains tours. Est-ce que tu veux enfin, qu'on en parle par rapport à un tour et, euh, et ce que tu peux penser d'un tour et des fois qui peut te gêner? Enfin, je sais pas si on peut aller sur autre chose, mais Si, et c'est marrant parce que c'était justement la conversation que j'ai eue il y a quelques jours ici avec d'autres ici en Espagne, parce que je suis en Espagne actuellement.
avec, avec des personnes qui faisaient une sortie de résidence, qui vont présenter justement le numéro au national. Et c'est l'effet Leviosa, euh, la lévitation qui a été faite, qui a cartonné en soi. L'idée est très bonne. J'ai eu la chance de voir en vidéo le premier Leviosa qui existait. On m'a montré la vidéo. C'est vrai qu'entre le prototype et l'objet final, l'alliance avec João Miranda est très bonne, puisque ça a permis à ce que le paquet se lève de façon parfaite. Mais ce tour me pose problème. Et vous voyez, c'est pour moi un très bel objet, mais psychologiquement, pour moi, n'a pas forcément un impact très élevé. Parce qu'en fait, le deuxième effet, quand le paquet lévite à la verticale, pour moi, à partir du moment où on peut s'imaginer, où le spectateur peut imaginer qu'il y a un fil, en fait, ça annule l'effet précédent. Et pour faire un petit peu la relation, c'est comme avec le quick change. Le quick change, on le sait, hein, en parlant avec ceux qui font du quick change, ils ont beaucoup de difficultés à rendre le quick change magique, parce qu'on sait qu'en fait, quand on voit un quick change, deux quick change, trois quick change, on comprend que les vêtements sont en dessous, ou alors qu'il se passe quelque chose. Donc c'est pas magique, parce que c'est répétitif. Et en fait, du coup, ça annule la série de changements de costume, vu que c'est pas fait sur une seule fois, et ben, annule l'effet magique. D'accord. Mais ça, on garde la performance et ça ne retire en rien la valeur du numéro de quick change. Hein. Parce que par exemple, Sauce et Victoria, pour les avoir plusieurs fois, moi, c'est quelque chose que j'adore voir. D'accord. D'autres sont moins bons. Voilà, pour en avoir vu plusieurs, d'autres sont moins bons. Mais les vieux ça, donc ce principe-là de jeu fantôme au début très bon, et dès qu'on lève le paquet, pour moi, ça annule l'effet précédent, ce qui fait que ça retire de l'effet magique. Mais c'est ma façon de voir les choses. Je sens que les magiciens vont me taper dessus, ils me disent parce que y a aussi un côté très psychologique, c'est que quand on paye cher un objet, on a du mal à dire que cet objet n'est pas bon. Voilà, ça c'est un principe aussi en dissonance cognitive. C'est un exemple cohérent. J'achète une voiture à 200 000 euros, je l'ai tellement payée que je faut que je dise absolument que la voiture est bonne. Je peux pas dire qu'elle consomme beaucoup, qu'elle est chère en assurance. Non, c'est la meilleure des voitures parce qu'on a payé cher. Bon, bah là, c'est un petit peu pareil avec certains tours de magie. Mais voilà, lui, parce que tout le monde le connaît, à mon avis, ça a fait un buzz et il cartonne. Euh, Julio, il est très bon. João Miranda, incroyable idée. Les deux ensemble, c'était une bombe. Mais juste du côté psychologique, voilà, il y a juste ce petit problème-là, pour moi. Non, voilà, on en parlait, moi c'est vrai que je suis d'accord aussi. C'est les deux en fait, à la limite en faire un ou faire l'autre, mais pas les deux en fait associés. Ouais, mais, après, c'est souvent ça aussi au niveau des tours, c'est que tu vas avoir des tours, et ça, des fois j'en parle avec certains, c'est que quand tu vois un tour, et même dans les conférences pour magiciens, il faut aussi bien comprendre que le public pour qui il est fait, c'est le magicien. Donc là, le tour est fait, et on va dire il est marketé pour le magicien. Mais ce qui est différent d'un spectateur, un profane, ben, enfin, la relation, la perception qu'il va y avoir va être différente. Et c'est surtout ça qu'il faut faire attention. Ouais, ça, c'est, en plus, ça se vaut beaucoup pour beaucoup d'objets qui lévitent, en fait. J'ai remarqué que la lévitation avait ce problème-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait la table, par exemple, la table de Losander, et on la fait mal, et on peut s'imaginer comment elle est tenue, bah, ça pose problème. La lévitation corporelle, j'allais dire, pareil, à partir du moment où on s'imagine qu'on est tiré par des fils, parce que le mouvement fait que on est tiré par des fils, c'est pas bon. Une lévitation, par exemple, qui fonctionne très bien, c'est celle de Rémi, que moi j'adore aussi, sa façon de travailler, la compagnie sans gravité, qui maintenant le fait, est fait par Nicolas, que j'adore aussi son travail, sa personnalité. Bon, la boule qui lévite, la façon de faire léviter les boules, c'est magique. En fait, on oublie les fils. Et à partir du moment où on oublie, pour moi, c'est réussi. Oui, tout à fait. Donc, ouais, ben, juste, je vais te laisser. Est-ce que tu voulais partager des choses? Enfin, Oui,
Alors ça, c'était juste pour vous mettre un petit peu de concret sur ce que je vous disais tout à l'heure avec l'attention. Donc je vais partager l'écran. Tu me dis quand Voilà. tu l'as. Hop. Hop, c'est bon. Donc en fait, le travail que j'ai fait notamment en neurosciences avec ce docteur en sciences cognitives, c'était justement de pouvoir travailler sur quels sont les effets qui vont fonctionner le mieux sur le public, d'accord? Pourquoi et comment? Et donc là, je sais pas si tu vois bien, Anthony, là on Oui. voit justement un cercle, d'accord? Donc ça en fait, c'est vraiment des capteurs qui sont faits avec des lunettes spécifiques qui s'appellent des Ace Trackers, qui vont suivre, d'accord, le regard de la personne au moment T, d'accord, en instantané. Donc on voit bien que là toute son attention est dirigée, d'accord, sur la carte qu'elle tient. Donc là, je peux faire ce que je veux. Elle ne verra pas ce que je suis en train de faire, d'accord? Et juste pour parler de la suite, voilà, là, son attention est toujours ici, voilà. Donc là, ça disparaît, son attention est sur moi, sur mon visage parce que je parle, mais on le voit pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous voyez là, on a le t-shirt noir. Et en fait, ça, vous allez le voir sur l'autre vidéo. À un moment donné, ce t-shirt, en fait, se transforme en blanc et elle ne le verra pas. Ok. Donc là, c'est juste pour vous montrer le principe du Ace Tracker, comment il fonctionne, c'est-à-dire qu'il suit vraiment tous les mouvements. Okay, je vous montre donc l'autre vidéo. Alors, tu pourras ici, par exemple, il y a une partie qui est très intéressante. Je vous la mets ici. Donc, c'est les boulettes Sladini. C'est un peu obscur parce que ça se faisait dans le cadre de conférences un petit peu spécifiques qui se faisaient dans des endroits un peu particuliers à Toulouse. Mais ce qui compte là, je sais pas si vous allez le voir, mais en fait, on voit la boulette ici, d'accord? On va voir la boulette qui se trouve ici, dans ma main droite, et la personne, à aucun moment, elle va voir la boulette, alors qu'elle est sous ses yeux, et elle est convaincue qu'elle est ici. Et en fait, tout simplement, c'est qu'on refait encore ce principe de dissonance cognitive et de débordement cognitif, c'est-à-dire que je vais donner tellement d'infos, je vais parler un peu plus vite que la normale, et le temps de process dans son cerveau pour comprendre ce que je vais dire ne va pas lui permettre de focaliser son attention là où elle devrait. Et donc, du coup, moi, je vais utiliser cette faille du cerveau, justement, pour créer la magie. Donc là, les gens sont très surpris, parce qu'effectivement, tout le monde voit la boule, on voit qu'elle voit la boule, mais elle ne peut pas dire que la boule est dans la main droite. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais la remettre juste un petit peu en arrière pour que vous puissiez un petit peu voir le mouvement. Hop, ici. Donc on voit bien la boule là qui dépasse et elle me dit toujours la main gauche. Ok, elle me dit là, on voit que l'Ace Tracker ne va pas sur l'autre main. Voilà, donc ça c'était pour démontrer, hein, j'étais toujours avec le docteur en sciences cognitives en duo. Voilà. Oui, ça c'est toujours, c'est vachement intéressant. C'est utilisé dans le commerce pour les rayonnages, par exemple, des magasins, pour savoir où la personne va regarder et optimiser les ventes comme ça, quoi. Et c'est vrai que pour la magie, c'est vachement. Voilà, et ouais, ça fonctionne exactement la même chose. Et là, c'est la dernière petite vidéo que je veux partager. Euh, écran entier. Alors, attends, tu me dis quand tu l'as. Voilà, ici, d'accord? Donc c'est l'histoire du t-shirt. Donc ça, c'était une conférence qui se faisait pendant le Covid, d'accord? C'est pour ça que vous voyez personne derrière. Mais ce qui est intéressant, c'est toujours avec l'Ace Tracker. Voilà. Donc je lui parle, j'ai un t-shirt. Pour bien accentuer justement cette information-là. Attendez, hop. Donc on commence. Je lui montre donc des boules en papier. Attendez. Là, en aucun cas, elle regarde le t-shirt. Voilà. Donc là, le t-shirt est transformé. Et ça s'est fait juste à côté d'elle. À aucun moment, elle a pu le voir. Voilà, donc ça c'était dans le cadre aussi d'une autre conférence dans laquelle on utilisait des Ace Trackers. Si vous voulez voir le Ace Tracker commencer, je peux vous le montrer au tout début. Alors, attendez, hop, bah voilà, là par exemple, là, ça c'est les lunettes Ace Tracker et moi comme mon dada c'est les boules en mousse
pour toutes les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, qui sont faciles de transporter, on peut en faire ce qu'on veut, et c'est juste l'imagination qui nous impose des limites. Mais je la présente de façon très classique, avec juste une petite subtilité psychologique qui va, on va dire, renforcer l'effet magique, d'accord, qui est une petite parenthèse d'oubli dans laquelle je dépose juste la boule dans la main et je ne mets pas les deux boules dans la main et lui refermer. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais retirer l'écran juste pour que vous puissiez comprendre, comme ça vous allez, Non, vous mais allez là, me voir. t'es en plein, là, c'est bon. Moi, Ouais, je fais la bascule. hop, voilà. Mais en fait, la plupart des routines, là, on peut dévoiler là, c'est pour. Bah, à plus d'une heure, je pense que de toute façon, il y aura vraiment Ouais. que les plus courageux. En fait, là, il y aura plus personne qui écoute, donc je peux tout dévoiler. Non, tu choisiras les morceaux intéressants. La plupart du temps, quand on fait cette routine, on met les deux balles dans la main et on referme la main on referme la main. Moi, là, juste la petite subtilité que j'y amène, parce que ça renforce l'effet vraiment magique, c'est juste que je la dépose, j'en dépose une dans la main. Et là-dessus, je laisse que la personne marque cette information-là, comme quoi elle a bien une seule boule dans la main. Et après, je vais venir, je vais dire quelque chose qui va me permettre de faire, en fait, la passe classique, d'accord? Et que ça soit réellement magique. Mais pour moi, c'est important, justement, et ça, je l'ai étudié, notamment avec les Ace Tracker et après avec d'autres choses qu'on a pu faire, notamment des électroencéphalogrammes qu'on a pu faire à répétition avec ces choses-là. Donc, c'est de montrer que la boule est bien dans la main. Parce que c'est cette information-là que la personne va enregistrer. Et vous le savez, et on le sait, quand on fait un tour de magie, par exemple, moi, ça m'est arrivé avec mon numéro de rue, je fais apparaître 4 bouteilles, d'accord, en pleine rue, donc entouré à 360, parce que c'est le principe de la magie de rue. Je fais apparaître 4 bouteilles, et des fois, à la fin, on vient me dire, ah, mais comment vous avez fait? Vous avez fait apparaître 7 bouteilles comme ça dans la rue. En fait, non, il n'y a jamais eu 7 bouteilles, il n'y en a eu que 4. Mais en fait, c'est le cerveau qui a fait que, et c'est le spectacle qui a fait que, comme je jongle, comme je l'ai fait apparaître, disparaître, ont exagéré la réalité. Et en fait, c'est cette exagération de la réalité qui, pour eux, est magique. C'est l'interprétation de ce qu'ils ont pu voir et entendre qui est magique. C'est même plus le tour en soi. Et donc, avec ces boules mousse, j'ai exploré toutes ces pistes-là, et c'est pour moi le tour le plus magique, les boules mousse. Les boules mousse, et là, je vais me faire tuer. Non, on peut pas dire ça. Pour moi, c'est des boules mousse. Non, après, c'est un tour vraiment qui a beaucoup d'impact. Et moi, je me rappelle encore la première fois où je l'ai vu. Donc, j'étais petit, donc c'est que ça a un Et, impact. et par contre, il y a des magiciens, on en parle, là, je peux le dire avec David Ethan, il me dit, mais Jo, tu sais que moi, c'est un tour que j'aime pas, parce qu'en fait, pour moi, on peut supposer que les boules, tellement elles sont molles, on en met plusieurs dans la main. Et je lui dis, tu te trompes. Et c'est vrai que tout ce que j'ai pu explorer jusqu'à présent, tout, absolument tout, dans toutes les conditions, avec une personne hémiplégique, une personne qui est déficience visuelle, un malvoyant, tout fonctionne à 100%. Quand c'est bien fait, ça fonctionne à 100%. Et même quand ils sont convaincus d'explication, ils ont un doute sur la réalité de ce qu'ils viennent voir. Donc c'est encore plus fort. Ah non, mais c'est un très très bon tour, ouais. Pour terminer, est-ce que... Non, mais parce qu'après on pourrait continuer, mais voilà. Pour terminer, est-ce que tu as quelque chose que tu veux aborder est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire? Non, qu'est-ce que je peux dire que si cette vidéo a servi à certains à pousser un peu plus leur recherche sur le côté psychologique de la magie, ben ça me fait plaisir puisqu'en fait au final ce sont des belles connaissances, voilà. Et après c'est ma vision. Comme je le dis souvent, je ne suis personne et j'ai jamais eu un préfisme. Voilà, comme ça, ça amène la conversation à une unité la plus absolue. C'est juste 20 ans, 20 ans dans lesquels je suis passionné par la neuromagie, 15 ans auprès des personnes justement atteintes des maladies psychopathologiques,
dans lesquels c'est toute une autre aventure. Et, et ça fait vraiment, allez, un petit peu plus de 10 ans que j'en vis vraiment professionnellement, où je ne fais que ça. Voilà. Donc, si ça peut inspirer des personnes et de se dire que du jour au lendemain, on peut tout arrêter pour vivre de la magie et le faire, eh ben, j'en serais très heureux. Voilà. Et ce qui est important aussi, c'est d'être conscient de ses capacités. Parce que moi, j'entends beaucoup de parents dire, oui, mais moi, je suis pour. S'il veut être clown, il sera clown. Oui, mais s'il est clown et qu'il n'a pas de prédisposition, qu'il est pas prédéterminé lui-même à vouloir lâcher des émotions, à les chercher, à se connaître, à aller créer des émotions chez les autres, ça sera jamais un bon clown. Donc il vaut mieux dire les choses aussi clairement. Un magicien, euh, pour moi, a l'avantage de tous les autres arts. On demande à un danseur de danser, on voit si c'est danser ou pas. Un chanteur de chanter, on sait si c'est chanter ou pas. Mais un magicien, même s'il sait rien faire, il part dans un magasin de magie. Il achète un jeu truqué, il va avoir le même wow que quelqu'un qui manipule peut-être depuis 40 ans et qui fait des sauts de coupe incroyables. Voilà. Et il va obtenir le même wow. Donc, si cet art est aussi accessible à tous, au moins, il faut se donner la peine d'aller au-delà que du truc de magie. Voilà. C'est pour ça qu'il faut explorer plein de pistes et essayer de transmettre un maximum et de donner du sens à notre art. Moi, c'est juste ça qui m'intéresse. Je trouve les numéros, je le dis vraiment, hein, j'ai des amis qui ont des numéros incroyables de FISM, des actes qui sont sublimes. Je rêverais de pouvoir créer un jour un acte comme eux l'ont fait. Pour l'instant, j'ai rien trouvé encore comme idée qui soit différente ou incroyable. Mais j'essaye à tout prix de donner du sens à tout ce que je peux faire avec cet art de la magie. Voilà. Et moi, je demande juste ça, c'est que les gens qui fassent de la magie, j'aime beaucoup voir le sens qu'ils donnent et pas juste faire du pognon. Voilà. Pour moi, ça va un peu plus loin parce qu'on sait qu'avec la magie, on peut se faire beaucoup d'argent facilement, mais je trouve ça un peu triste. Voilà. Il y a un côté humain qu'on oublie et c'est l'origine de la magie. C'est quand même cet aspect humain. Eh ben, merci Jonathan. C'est aussi pour ça que je voulais faire un épisode avec toi. Puisque en ayant vu, et d'ailleurs j'en profite aussi, on n'en a pas parlé, mais les vidéos TED ou le passage à Got Talent sont sur YouTube pour ceux qui veulent regarder. Si jamais, je mettrai les liens dans la description. Et donc voilà, merci à toi. Merci Anthony, en tout cas, de m'avoir laissé un petit peu la parole justement sur ces sujets-là et de t'y intéresser. Et j'espère que ça va plaire à ceux qui vont l'écouter surtout.